pour ces OTC, on va s'intéresser à la Chine. C'est des choses que vous avez déjà pas mal vues, donc on va voir ça rapidement. Et donc, il s'intitule La Chine à la conquête de l'espace, des mers et des océans. Je commence par une vidéo sur laquelle je vous pose les deux questions suivantes. Aucune image n'a été diffusée depuis l'accident. Un accident très rare. Ce sous-marin nucléaire américain, l'un des plus performants au monde, a été endommagé par un choc mystérieux. 11 membres de l'équipage ont été blessés. La Navy n'apporte aucune explication sur l'origine de la collision. L'incident a eu lieu dans le sud de la mer de Chine, l'une des zones les plus tendues, les plus explosives au monde, dont la Chine revendique le contrôle. Pékin a vivement réagi. La Chine est gravement préoccupée par cet incident. Puisque les États-Unis sont impliqués, ils devraient éclaircir la situation et indiquer le lieu, les détails de l'accident, les raisons de leur présence dans ces eaux et à quoi exactement ils se sont heurtés. Coup de pression stratégique. Cet espace vaste comme 7 fois la France est âprement disputé. Un tiers du trafic commercial mondial y transite. Un couloir essentiel qui permet à la Chine d'envoyer ses marchandises vers l'Europe. Mais au mépris des lois internationales, Pékin veut revendiquer toute la zone et envoie des dizaines de bateaux militaires patrouiller dans le secteur en prétendant que ce sont des pêcheurs. C'est une zone extrêmement fréquentée dans laquelle des incidents sont toujours possibles. Il faut se rappeler par exemple qu'à la fin des années 2000, un navire de surveillance océanique américain avait failli entrer en collision avec ce qu'on appelle la milice maritime chinoise. Le sous-marin américain a pu rejoindre l'île de Guam sans encombre pour des réparations. C'est d'une archive de novembre 2021, donc ça fait quelques années, mais qui est assez caractéristique de ce qui se passe dans la région. Alors vous savez sans doute que évidemment cette région de la mer de Chine méridionale est un front d'affrontement entre les Chinois d'une part et les Américains de l'autre, et que en gros s'y affrontent deux conceptions. Donc pour les Chinois, évidemment, c'est une zone de passage essentielle à son économie, en particulier à ses exportations, puisque le modèle économique chinois est fondé sur les exportations. Et c'est une zone de passage essentielle. Or, les États-Unis tiennent à faire respecter le droit de la mer et le droit du passage qui leur est favorable. Donc il y a ces deux oppositions qui s'affirment ici. Alors, ce qui est caractéristique quand même aussi dans le reportage, c'est que les Chinois n'agissent pas directement, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien, même si on devine leur présence derrière, comment ça se passe. Par exemple, on évoque la question de la pêche, qui est aussi une ressource importante dans la région, et les bateaux de pêche peuvent éventuellement jouer le rôle de ce qu'on appelle des proxys, c'est-à-dire des acteurs qui agissent au nom du gouvernement sans officiellement agir au nom du gouvernement. C'est-à-dire comme sans être l'armée chinoise, ils agissent comme auxiliaires, disons, de l'armée chinoise. Et là, de la même manière, on ne sait pas très bien qui finalement est responsable des dégâts causés aux sous-marins. Il faut enfin souligner un dernier aspect qui est quand même que là, ça reste un point de vue, on va dire, occidental, puisque il y a la question de la présence américaine dans l'île de Guam, aux Philippines, il y a une base militaire, elle est absolument pas questionnée. Alors qu'on pourrait se demander finalement pourquoi est-ce que les États-Unis sont là, qu'est-ce qu'ils ont à faire ici. Voilà. Donc cette archive illustre la montée des tensions de manière générale, que ce soit évidemment là dans les océans, mais aussi dans l'espace, qui se manifeste depuis en gros l'arrivée au pouvoir à la fin 2013 de Xi Jinping, qui a lancé un projet qu'il appelle le projet du rêve chinois, qui globalement se résume à faire de la Chine une grande puissance en donnant un horizon qui, vous le savez, est 2049, le centenaire de la révolution maoïste, et qui se projette en particulier dans ces nouveaux espaces où tout n'est pas encore joué, donc à savoir les océans et puis l'espace, c'est ce qu'on va voir. Donc on va en gros faire deux parties, une partie pourquoi, une partie comment. Donc la première partie pourquoi, c'est voilà la problématique, elle s'intitule les ambitions de la Chine, et puis on va classiquement distinguer les mers de l'espace. Alors, ce qu'il faut noter d'abord, c'est que pour les Chinois, la mer est un enjeu absolument essentiel, parce que on le voit un petit peu. Alors, je vais revenir sur cette carte qu'on reverra, mais la Chine qu'on voit ici, elle est enfermée pour son accès à l'océan global par cette mer fermée qu'on voit un petit peu ici. Vous voyez le chapelet d'îles formé par les Philippines.
et ici par la Malaisie et l'Indonésie, qui enferment en fait la façade maritime chinoise. Et puis si on avait là, c'est coupé, mais là c'est pareil, on aurait le Japon, qui empêche la marine chinoise d'accéder aux eaux profondes. Or, on l'a dit, la mer de Chine est essentielle à l'économie chinoise parce que autour de quelques détroits, en particulier ici le détroit de Malacca, mais aussi le détroit de la Sonde un peu plus au sud, eh bien, par ces détroits passent les navires de commerce qui sont essentiels à l'économie chinoise. Il y a à peu près un tiers du commerce mondial qui passe par cette mer de Chine du Sud. Bon, 100 000 navires par an croisent dans les mers qui bordent la Chine. Et évidemment, à la fois pour son approvisionnement en matières premières et en matières premières énergétiques et pour ses exportations, la Chine ne peut pas se permettre de ne pas contrôler ces zones-là. C'est-à-dire que c'est une fragilité vraiment trop importante. Alors elle essaie donc de s'assurer le contrôle de cette zone-là et lorgne déjà sur le contrôle d'autres routes, par exemple la route arctique. On peut signaler ainsi que la Chine est présente au Conseil de l'Arctique alors qu'elle est pas riveraine depuis 2013 parce qu'elle serait potentiellement une des principales puissances à utiliser cette route qui lui permettrait d'esquiver ce passage-là, c'est-à-dire d'atteindre l'Europe en contournant la Russie par le nord. Le deuxième élément, c'est ce que j'ai dit, un lieu d'approvisionnement et de commerce. Deuxième élément, c'est évidemment le poisson. Donc la Chine est le premier exportateur, producteur, consommateur. Alors j'ai parfois vu que c'était les États-Unis qui sont le premier importateur, donc vous pouvez trouver des choses un peu différentes, de poissons au monde. Alors du coup, elle surveille non seulement les ressources dans cette mer qui est une mer en fait très poissonneuse, mais aussi beaucoup ici, dans les eaux africaines et en Afrique de l'Ouest, de l'Est et surtout de l'Ouest, qu'on voit pas sur la carte. Avec elle a racheté du coup des droits de pêche à Madagascar ou à l'île Maurice ici pour l'océan Indien, avec une flotte qui est devenue immense, qui est une flotte de pêche fortement soutenue par l'État, et c'est pour ça que la frontière entre bateaux de pêche et bateaux, on va dire, au service de l'État est un peu difficile à faire, et qui est devenue vraiment presque ingérable, tellement elle est nombreuse. C'est la plus grande flotte de pêche que le monde a jamais connue, avec l'idée de contrôler les protéines animales fournies par les poissons, toujours dans cet enjeu alimentaire dont les Chinois sont très conscients. Donc ces flottes sont aidées par l'État qui va leur donner par exemple la localisation des grands bancs de calamars, donc elles font des espèces de razzias, elles vont se diriger d'un coin à un autre, et comme ils sont très nombreux, il y a avec eux des bateaux avec des hôpitaux par exemple, et aussi des bateaux qui sont armés. Donc on voit que la frontière entre l'exploitation économique des mers et l'affirmation politique, elle est parfois assez faible, assez fragile. La Chine est aussi dépendante des importations d'hydrocarbures. Il n'y a pas beaucoup de pétrole en Chine. Il y en a un peu, et justement, il y en a du côté de la mer. Donc le gisement de Pinghu, P-I-N-G-H-U, il est en mer de Chine, pas très loin des côtes, pas très loin. Il est relié à la terre par un oléoduc. Et on estime qu'il y a quand même pas mal de réserves sous la mer de Chine. Or, voilà, c'est quelque chose elle a un peu de charbon, la Chine quand même, de ce point de vue-là, elle est assez bien dotée, mais vraiment ce qui lui manque, c'est le pétrole. Donc c'est un élément évidemment absolument central, et s'il n'est pas dans la mer, il va venir par les routes maritimes, donc ça reste un enjeu lié à la mer. Alors l'enjeu est aussi politique. La Chine rappelle dans sa longue histoire des phases où elle a été une puissance maritime, en particulier au XVe siècle, c'est-à-dire précisément au moment où l'Europe s'affirme avec Christophe Colomb. Donc il y a quelqu'un qui est beaucoup mis en avant par la propagande chinoise, qui est un amiral qui s'appelle Zheng He, qui d'ailleurs n'était pas précisément chinois, lequel, soi-disant, donc qui a effectivement, ça on le sait, mené beaucoup d'expéditions dans l'océan Indien, et donc découvert un petit peu l'Afrique, enfin pas découvert vraiment, mais exploré quand même l'Afrique, et il aurait même découvert l'Amérique avant Christophe Colomb, ce qui reste quand même sujet à caution. Bon, et il apparaît surtout aux yeux du pouvoir chinois comme une préfiguration des routes de la soie maritime, donc il y a 7 voyages qui sont mis en rapport avec les différentes routes de la soie. Il s'agit donc d'appeler le souvenir d'un empire maritime qui doit se reproduire. Bon, dans les faits, donc ça c'est ce que je disais, un élément de grandeur historique. Dans les faits, c'est surtout l'espace proche qui compte. C'est cette espèce de Méditerranée chinoise qui est pas bien contrôlée et qui est une épine dans le pied de la Chine. C'est un peu les Caraïbes pour les États-Unis, donc quelque chose qui pourrait éventuellement bloquer l'économie chinoise. Donc c'est là-dessus que se concentrent leurs efforts. Donc Xi Jinping, en arrivant au pouvoir en 2013,
est arrivé avec l'idée de repousser l'influence américaine au-delà de l'île de Guam, donc dans les Philippines, et il revendique la fameuse ligne en 9 traits, qui lui donnerait donc c'est en contradiction avec la convention de Montego Bay, mais au nom d'arguments historiques. Il considère que en gros le contrôle de la mer de Chine revient historiquement à la Chine. Bon, c'est une revendication qui est assez vague, donc c'est la ligne en 9 traits ou langue de bœuf, donc qui dessine une langue de bœuf sur cette partie-là. Et puis il aurait ajouté, il ajoute un 10e trait, donc qui permet en fait d'intégrer Taïwan. Donc on garde là-dedans une idée qui est à la fois une idée symbolique. Ça veut dire que on a clos finalement la parenthèse de la guerre civile entre 46 et 49 en récupérant les nationalistes, mais il y a des intérêts beaucoup plus pragmatiques parce que Taïwan garde la route de la mer profonde pour la Chine, avec aussi l'enjeu autour des sous-marins qui ne peuvent pas vraiment être discrets tant qu'ils ne sont pas dans l'océan profond. Donc la Chine vise la parité avec les États-Unis. Alors en termes d'effectifs, évidemment en Chine c'est beaucoup plus important. Donc ils sont déjà devant les Américains. Bon, c'est pas énorme non plus. Il y a 225 000 marins chinois, alors que les Américains sont 200 000. Ils sont aussi devant en nombre de bateaux, mais ça suffit pas à faire une puissance navale. Enfin, à devenir la première puissance navale. Il faut voir que dans un premier temps de l'histoire chinoise, c'est plutôt l'armée de terre qui avait été la priorité, parce que cette armée permettait de contrôler l'intérieur et d'assurer la stabilité du régime. Depuis que la Chine se projette en puissance internationale, on a mis à l'inverse l'accent sur la marine. Et donc la marine chinoise s'appelle la MAPL. L'armée chinoise c'est l'armée populaire de libération, et donc la marine c'est la marine de l'APL, la MAPL, qui est donc devenue absolument essentielle, avec un rattrapage qui est extrêmement rapide, et qui doit donc dépasser simplement le rôle de protection des littoraux pour devenir un élément de la projection de la Chine à l'échelle globale. Voilà, donc cette marine elle s'est vue dotée d'un rôle central dans la politique extérieure de la Chine. Alors dans l'espace, là aussi on va avoir différents objectifs. Un objectif qui, comme le montre cet ensemble de documents, je pouvais poser une question croisée sur les documents, de quoi témoignent ces documents, si on devait dégager deux axes. Bon, il y a un premier axe qui est évidemment celui de la rivalité entre la Chine et les États-Unis, et de la rivalité soudaine, rapide, qui est bien évoqué ici par la stupeur de l'astronaute américain qui descend sur la Lune. Et un deuxième élément, bon là aussi il y a des éléments sur cette rapidité, et sur le fait d'appartenir à ce club. Donc là on voit qu'il n'y a personne et tout. Enfin, bon, il y aurait d'autres éléments à commenter. Le deuxième élément, c'est l'élément économique. Donc là on voit l'opposition. Évidemment, on joue sur les clichés, mais ça correspond quand même à ce que disent les Chinois, c'est-à-dire que la Lune, les intéresse avant tout pour les ressources économiques qu'elle pourrait offrir. Donc d'abord donc enjeu économique, parce que enjeu économique à usage interne, donc d'abord pour contrôler ce territoire, puisque le territoire de la Chine, comme celui des États-Unis, c'est à peu près équivalent, un peu plus petit que les États-Unis. Le territoire chinois est immense, donc son contrôle n'est pas facile. Donc elle a mis au point d'abord vous avez les étapes dans votre livre, c'est donc oui, c'était donc à la page 71. Donc une conquête qui est l'objet d'une mise en valeur économique, ce qui fait quand même la différence avec en tout cas ce qu'affirme, en partie la différence avec ce qu'on affirmait en Occident, jusqu'à disons l'essor du New Space. Je vous disais donc nécessaire au contrôle du territoire, donc ça passe par un système de GPS autonome, le système Baidu, qui est mis en place en 2020. L'espace permettant à la Chine de
penser un certain nombre de ces défaillances, hein, surtout sur la maîtrise du territoire. Je pense à tout ce qui va concerner les télécommunications. Le deuxième talon d'Achille de la Chine, hein, c'est l'énergie. Alors il y a aussi la cartographie, hein, dans cette mise en valeur du territoire. Le deuxième aspect, donc talon d'Achille de la Chine, c'est l'énergie. Alors là, on ne sait pas trop, hein, ce qu'il faut croire. Donc ce serait l'exploitation de l'hélium 3, éventuellement, vous savez, cette matière extrêmement énergétique. Soit l'utilisation des stations solaires en orbite, on en a déjà parlé, donc qu'on construirait à partir des ressources lunaires, d'où l'envoi de missions répétées sur la Lune pour voir ce qui est utilisable sur place. Donc avec une station lunaire, une station solaire sur la Lune, pardon, qui permettrait, hein, d'accumuler de l'énergie. Bon, sachant que en orbite, hein, l'énergie solaire est beaucoup plus puissante, hein, que sur Terre, donc que ça permettrait de fournir une énergie solaire à un bien meilleur marché que sur Terre. Ben ensuite, il y a d'autres minerais, bon, c'est toujours les mêmes, hein, c'est le titane, hein, par exemple, hein, qu'on va trouver aussi dans l'espace, hein, qui intéresserait la Chine. Donc voilà, donc il y a des missions lunaires, là, les missions lunaires, elles s'appellent Chang'e, hein, qui sont chargées, donc il y en a une qui est partie notamment à l'automne dernier, qui sont chargées de collecter enfin non, il y en a une qui est partie même le mois dernier, chargée de collecter des minerais, hein, sur les différents endroits de la Lune. Donc c'est de plus en plus sophistiqué parce que ça va sur des endroits, hein, qui sont de plus en plus difficiles d'accès. Deuxième élément, donc l'élément politique. Alors on peut renvoyer à l'histoire longue, hein, sachant que l'empereur de Chine se présentait comme fils du ciel et que il y avait un lien entre la maîtrise du ciel et la maîtrise du pouvoir politique. Plus simplement, la conquête spatiale était déjà là pendant la guerre froide. Hein, donc c'est encore une fois, c'est quand même de la longue histoire, et c'est grâce à l'aide des soviétiques, hein, que les premiers missiles balistiques chinois, puis les premiers lanceurs chinois de satellites ont été construits, hein, donc commercialisés dès les années 80, et de plus en plus de manière autonome, évidemment, vis-à-vis de l'URSS. Alors la première date dans cette histoire autonome de la Chine, c'est peut-être en 2003 le vol du premier astronaute chinois, du premier taïkonaute. Donc la Chine s'affirmant à ce moment-là comme la troisième puissance capable de lancer un vol habité de manière autonome. Et avec une insistance de plus en plus forte, hein, qui est mise par le pouvoir politique, hein, sur le programme spatial. Donc c'est là un lien qui est très étroit avec l'armée. C'est l'armée, hein, enfin, même s'il y a des astronautes civils depuis quelques temps, c'est essentiellement un programme militaire, hein, qui gère le programme spatial chinois. Ok, ouais, pardon. Alors, deuxième aspect, donc on a dit quels sont les éléments, les moyens de cette puissance, et d'abord sur les mers. Je commence à nouveau par une petite vidéo d'actualité.
Ok, alors, donc en quoi est-ce que ce porte-avions hein, qui a été donc là est mis à l'eau, hein, c'est-à-dire que ça fait 2 ans qu'il est construit, mais là on est dans la phase d'essai. Alors c'est une étape d'abord parce qu'il est par rapport aux 2 précédents réalisé entièrement par la Chine, donc alors que le premier avait été racheté aux Russes. Hein. Et c'est une étape aussi parce qu'ils disposent de technologies totalement nouvelles. Alors il y en a une hein, qui est en particulier très importante, c'est la catapulte électromagnétique hein, qui permet, donc je vous l'ai dit, hein, d'envoyer des avions très loin, donc d'accumuler, de maximiser la capacité de projection de de ce porte-avions. Alors évidemment, l'idée, hein, c'est d'abord les espaces proches. Hein, donc le nom de Fujian, c'est le nom de la région, hein, en gros, qui fait face à Taïwan et à laquelle devrait être rattachée si elle était annexée l'île de Taïwan. Donc c'est un nom. Enfin, les 2 autres porte-avions chinois ont aussi des noms de régions chinoises. Hein, mais évidemment, le fait de choisir ce nom-là a quand même une importance symbolique. Donc ça, c'est d'abord ça. Mais aussi, hein, éventuellement, puisqu'on parle de projection, c'est plus loin. Hein, c'est une force de projection dans le Pacifique, donc on est vraiment là dans une étape. Hein. Encore une fois, la Chine ne peut pas vraiment se permettre hein, de pas avoir une force de projection mondiale en termes de marine, sauf à se mettre dans les mains des États-Unis, ce qu'évidemment elle ne veut pas faire. Alors, ça c'est le résultat d'investissements qui ont été massifs hein, depuis pas mal d'années. Hein. Bon, là j'ai mis les années 2000. Hein. Le programme de porte-avions il remonte au conflit avec les Paracels en 1988. Hein, donc c'est encore plus loin. Mais c'est vrai qu'il y a une accélération depuis 2000 et surtout avec l'arrivée de Xi Jinping en 2013. Donc c'était d'abord pour la marine navale, c'est pour les forces navales d'abord les sous-marins. Hein. On a dit c'est que pour une puissance nucléaire, ce qui compte avant, enfin la sécurité, c'est d'abord les sous-marins, et puis ensuite les bateaux de surface, soit je dirais en conventionnel, hein, des destroyers, c'est-à-dire des bateaux qui vont lancer des missiles. Hein, qui lanceraient d'ailleurs des missiles plus loin que leurs équivalents américains ou japonais, hein, donc c'est-à-dire ceux qui pourraient croiser dans le Pacifique Ouest, soit surtout des porte-avions. Alors donc le premier c'était le Liaoning hein, qui a été mis en service en 2012, qui avait été vendu au début des années 2000, hein, soi-disant pour en faire, les acheteurs avaient dit que c'était pour en faire un casino flottant à Macao, et évidemment l'objectif s'est révélé autre. Puis 2 autres ont suivi, et surtout celui qui compte, c'est celui qu'on vient de voir, le Fujian, donc mis à l'eau fin 2023. Intégralement construit en Chine avec des catapultes électromagnétiques. Alors la forme aussi que prend cette projection maritime, hein, c'est pas uniquement la flotte. On a dit la mesure de la puissance navale, c'est extrêmement divers et complexe. C'est aussi le nombre de points d'appui. Et dans le cas de la Chine, ça passe hein, par le programme des nouvelles routes de la soie et son volet maritime, hein, qui lui aussi a été présenté en 2013-2014. Donc, il s'agit, vous le savez, d'une amélioration des réseaux de transport terrestre et aérien, mais aussi maritime. Ce commerce, qui est pourtant un peu plus long, hein, c'est plus long évidemment de faire passer des marchandises par la mer, c'est quand même, vous le savez, ce qui domine. Alors, bon, je reviens pas sur ces chiffres maintes fois dit, 80% du transport ou 90%, ça dépend si on compte en valeur ou en volume. Et donc là aussi, hein, la domination d'un certain nombre de ports à vocation commerciale est un moyen hein, pour la Chine hein, de dominer le commerce maritime. Donc on a un certain nombre de ports hein, qui justement on ne sait pas très bien si c'est des ports militaires ou des ports civils, hein, puisque ce projet s'inscrit dans la continuité d'un autre projet qui date hein, des années 2000. Hein, donc de avant Xi Jinping, hein, qu'on appelle le collier de perles. Le collier de perles, hein, ce sont les bases chinoises hein, dans l'océan Indien. Donc là, c'est des bases militaires. Hein. Le projet des routes de la soie vient compléter hein, ce collier de perles. Parce qu'on ne sait pas trop hein, à quoi riment les investissements. Donc il y a pas mal de ports étrangers dans lesquels les Chinois investissent pour assurer leur commerce. Je pense aux ports indiens, même ils sont chez leurs ennemis indiens à Calcutta, ici, où ils sont à Colombo, ici au Sri Lanka.
Mais il y en a aussi du coup à Mombasa là, sur l'Afrique orientale. Mais il y a aussi des bases qui peuvent avoir une fonction militaire. Par exemple, la première grande base navale hors de Chine, c'est celle de Djibouti, ici depuis 2016. Et il y a surtout des bases dont on ne sait pas très bien à quoi elles riment. Je pense, alors là, ce projet a été élargi, parce que là, on est sur l'aspect Europe, Afrique, Asie. Il a été maintenant élargi au monde entier. Donc, il y a une grande base au Pérou, à Shanghai, où il y a des gros investissements qui ont été faits par les Chinois pour élargir les infrastructures. Donc, il y a vraiment un méga port qui a été construit. C'est soi-disant pour accueillir des porte-conteneurs qui, de fait, sont effectivement gigantesques, mais on se rend compte que ces bases pourraient aussi éventuellement accueillir des porte-avions. Donc voilà, la question elle est là, à quoi riment également exactement ces investissements. Par ailleurs, la Chine domine aussi le transport maritime par le biais des armateurs, donc les entreprises qui gèrent les bateaux, qui louent les bateaux qui proposent leurs services à des entreprises qui font qui ont besoin de déplacer des conteneurs. Donc, notamment Cosco, COSCO, on voit passer des conteneurs Cosco parfois même sur la Seine, qui est le troisième armateur mondial. Et donc ces armateurs investissent un petit peu partout dans le monde. Bon, c'est dans le cadre des routes de la soie. Donc il y a le rachat, c'est Cosco qui a racheté la moitié du port du Pirée d'Athènes en Grèce, qui a été beaucoup commenté en 2016. Mais il y en a d'autres en Europe, à Valence, un très grand port, en Italie, à Savone, en Belgique, à Zeebrugge. Et puis donc je vous parlais du port de Shanghai au Pérou. Donc ça c'est pour l'aspect contrôle des navires, point d'appui. On va ajouter à cet aspect un aspect qui est bien connu, c'est aussi la consolidation des îlots en mer de Chine méridionale, qui est parfois donc dans cette région-là, qui est parfois appelée la Grande Muraille de sable. Donc, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de bancs de sable qui, comme vous le voyez ici dans les îles Spratly, ont été transformés progressivement en îlots contrôlés par la Chine, sur lesquels elle va mettre d'ailleurs des installations éventuellement militaires, comme des pistes d'avions, mais c'est plus l'aspect port, l'aspect bateau qui compte, mais bon, il y a aussi des avions. Donc, un aspect militaire, et puis un aspect aussi de contrôle de la ZEE, sachant qu'il y aurait des gisements pétroliers dans cette zone. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est affirmé à partir de la deuxième moitié des années 2010, à partir en gros c'est 2015-2016, ça allait assez vite, et ça continue. Ces opérations qui donc ont été surnommées Grande Muraille de sable, qui passent aussi par des choses un peu plus pacifiques, je dirais, mais qui sont tout aussi symboliques, comme la présence de touristes chinois sur l'île, ce qui est un moyen d'affirmer la présence chinoise, ou de bateaux de pêche. Donc on est vraiment dans le domaine des proxys, c'est-à-dire d'une affirmation non directement militaire, mais qui a quand même un sens politique assez précis. Dernier aspect, donc dans l'espace, là aussi des investissements massifs, même si on reste loin des États-Unis, ça reste autour de 10 milliards de dollars, avec l'idée d'affirmer son indépendance, donc en montrant sa capacité, d'abord éventuellement pouvoir nuire aux autres, donc en 2007 la fameuse destruction du satellite par un missile tiré depuis la Terre, et puis de plus en plus des premières, donc quelque chose que personne n'avait jamais fait. Donc il y a eu les étapes qu'on a mentionnées. Donc depuis 93, la Chine fabrique ses propres lanceurs. Avant, c'était en collaboration avec les soviétiques, donc le lanceur Longue Marche. Donc en 93, puis en 2003, 10 ans plus tard, le premier vol habité, donc de Yang Loui, qui devient le premier taïkonaute. Et donc l'autonomie aussi, on l'a dit, en termes de géolocalisation avec Beidou depuis 2020. Mais ce qui va surtout être important, c'est la première vraie nouveauté, c'est en 2019, quand
il y a un module chinois qui atterrit sur la face cachée de la Lune, hein, qui est visiblement quelque chose d'assez complexe, et qui fait vraiment à ce moment-là de la Chine une grande puissance spatiale, hein, sur la scène internationale. Donc un programme qui avait été mené en secret, hein, et on attend que ça ait marché, hein, pour publier les résultats. Donc depuis, il y a d'autres programmes de sondes Chang'e qui sont envoyés autour de la Lune en mai 2024. Hein, donc il y a une nouvelle sonde qui a été envoyée pour ramener des échantillons. Il y avait déjà eu des échantillons, mais aussi des échantillons de la face cachée. Donc un contrôle de la Lune qui est de plus en plus important, dans l'idée, hein, d'y installer, hein, une base permanente. Donc pour 2028 ou 2030, hein, ça dépend parfois. Alors il y avait eu un partenariat avec la Russie aussi autour de ce projet-là. Donc il y a l'idée d'installer une base sur la Lune. Et puis il y a aussi Mars, hein, qui fait partie des objectifs symboliques importants. Donc en 2021, la Chine a fait atterrir un petit robot, hein, le robot de Zhurong, sur Mars. Donc là aussi, hein, dans l'idée de faire une première. Alors il y avait déjà, hein, en même temps que le robot Perseverance américain, mais là aussi on est sur sur l'idée de faire une première. Donc avec cette charnière en 2019 avec la face cachée de la Lune. Alors les conséquences de la politique chinoise sur les mers, la Chine a une politique ambivalente, c'est-à-dire qu'elle a signé la convention de Montego Bay, donc avec l'histoire des ZEE. Mais le problème, hein, c'est que elle l'a fait parce qu'elle espérait que finalement la Cour d'arbitrage lui donnerait raison, en particulier face aux Philippines, sauf qu'en 2016, c'est le contraire qui s'est passé, elle lui donnait tort. Et donc, elle va rentrer en conflit. Hein, donc, si vous voulez, elle combine, hein, la revendication de cette ligne en 9 traits de 47, auquel on a ajouté en 2013 un 10e trait ici, avec la revendication, avec la signature de Montego Bay. Donc comment est-ce qu'elle combine les deux? Par la politique des îlots, hein, de contrôler des îlots ici dans les Spratly ou dans les Paracels, sans demandant la ZEE qui est autour. Donc il y a une série de conflits, hein. Donc il y a le conflit avec le Japon qui est plus au nord que la carte ici, autour des Senkaku et Diaoyu. Donc c'est vraiment un conflit qui est récurrent, hein, mais qui est relancé depuis les années 2010, hein, parce que en 2012 il y a un japonais qui a racheté 3 îlots et donc la Chine a dit que ça avait été une nationalisation. Donc les îles sont sous administration japonaise, mais il y a de temps en temps, enfin très régulièrement, des incidents avec la flotte chinoise. Conflit avec le Vietnam autour des Paracels, qui est un vieux conflit, hein, qui date vraiment de la guerre entre la Chine et le Vietnam, hein, donc en 74, puis un nouveau conflit en 88, hein, qui avait d'ailleurs décidé les Chinois à lancer leur programme de porte-avions. Et donc là, les Américains sont revenus au Vietnam, hein, dont ils avaient été chassés. Ils ont une base ici à Da Nang, et donc ils envoient des bateaux pour faire respecter la liberté de circulation. Et en l'inverse, la Chine a construit, hein, donc elle a protesté contre la mise en place d'une plateforme pétrolière par le Vietnam, et elle a renforcé certains de ses îlots. Elle a construit une base, hein, sur un de ses îlots qui s'appelle Triton, pour renforcer sa capacité de projection, sachant qu'ici à Hainan, c'est la grande base de sous-marins chinois. Ensuite, il y a les îles Spratly ici. Alors là, c'est très compliqué parce qu'il y a tous les États riverains qui s'intéressent, hein, le Vietnam, la Malaisie, Brunei, les Philippines. Donc, c'est vraiment tout un chapelet de petits îlots. Hein. Il y en a presque 200, 180 îlots. Et donc, il y en a à marée basse, hein, il y en a en plus un peu une quarantaine qui sont même plus visibles, donc c'est vraiment des petites choses. Et donc chacune des puissances a récupéré un certain nombre d'îlots. Donc le Vietnam 21, les Philippines 8, la Malaisie 7, etc. Et donc la Chine, hein, elle en a récupéré plus de 10 et elle a annexé l'atoll de Scarborough en 2012, qu'elle transforme, hein, comme on l'a vu. Hein. Et là aussi, c'est là qu'elle a pas réussi à obtenir l'arbitrage favorable, hein, de la Cour internationale d'arbitrage. Alors il y a d'autres cas. Hein. Il y a les îles Pratas avec Taïwan. Et puis il y a aussi, avec la Corée du Sud, d'autres conflits. Donc il y a vraiment des conflits un petit peu partout dans cette région. Même si en même temps, elle est prête, hein, à collaborer. Hein. Par exemple, vous savez qu'il y a un problème de piraterie dans la région, et donc là, tous les États ont intérêt à ce que cette piraterie se diminue, et la Chine collabore avec ses voisins.
Alors le deuxième élément, c'est le Pacifique. Le Pacifique, là aussi, est important pour la Chine et donc elle cherche à sécuriser son passage, son ouverture vers le Pacifique. Hein. Pour le contexte récent, je vous rappelle que les émeutes en Nouvelle-Calédonie, ici, euh, sont parfois lues comme issues de la main de la Chine. Hein. C'est pour ça que le gouvernement français a fait interdire TikTok, une application chinoise dans la région. Ce qu'on sait par contre, c'est que en 2022, la Chine a signé des partenariats avec les îles Salomon, hein, ici, donc des petites îles, hein, mais qui sont stratégiques parce qu'elles sont sur le passage qui permet de passer de cette zone-là jusqu'au Pacifique. Comme d'habitude, des accords qui sont censés être commerciaux, mais dont on ne sait pas très bien dans quelle mesure ils peuvent pas avoir un volet militaire. Donc j'avais marqué avec l'ASEAN. L'ASEAN, hein, c'est l'association des nations du Sud-Est asiatique, hein, donc une association qui regroupe un certain nombre de ces pays, hein, du Sud-Est, hein, donc la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande, et donc avec laquelle la Chine est en partenariat. Alors dans l'espace, donc là, la rivalité avec les États-Unis est ouverte. Les États-Unis ont exclu la Chine de la Station spatiale internationale en 2011 pour protéger leur technologie, empêcher les vols de technologie. Ils ont, à partir du moment où les Chinois ont annoncé qu'ils voulaient aller sur la Lune, à partir de 2019, ils ont modifié leur calendrier pour y aller le plus tôt possible. Même s'ils ont dit 2024, hein, ils n'y seront pas en 2024. Hein. Donc il y a vraiment, et les responsables américains le disent, hein, une compétition ouverte avec la Chine. Alors la Chine, elle peut compter quand même sur la collaboration russe. Hein. Les taïkonautes, les astronautes chinois, ils sont entraînés à Moscou, hein, dans l'agence spatiale héritière des soviétiques, qu'on appelle la Cité des Étoiles. Mais il y a aussi des partenariats avec l'agence spatiale européenne, hein, pour les instruments d'analyse. La NASA, elle interdit absolument toute collaboration. Hein. Ok, bon, l'Europe prend quand même de plus en plus de distance, hein, avec les collaborations avec la Chine. Ils essaient aussi de développer leur propre New Space, hein, donc il y a plusieurs, on l'avait vu dans un article qu'on a lu ensemble, hein, donc iSpace, OneSpace, LandSpace, donc qui seraient appelés à devenir les géants du New Space chinois. Hein, on sait que toutes ne survivront pas, mais en fait ils développent une stratégie qui est en miroir de celle des États-Unis. Et puis, ils ont mis en place, étant exclus de l'ISS, de la Station spatiale internationale depuis 2011, leur propre station internationale, hein, qui est en avance sur le calendrier, la station de Tiangong 2, il y en avait déjà eu une avant, Tiangong 2, qu'on appelle aussi la CSS, hein, donc la Chinese Space Station, donc pour faire écho à la Station spatiale internationale, donc qui est achevée, hein, et donc tous les 3-4 mois, la Chine en ce moment envoie des astronautes pour les habituer au vol habité, puisqu'elle n'a pas l'expérience, hein, des États-Unis ou des Soviétiques, hein, qui envoient des vols habités depuis les années 60, hein, et donc il faut qu'elle rattrape un petit peu ce retard. Bon, c'est une station qui est plus petite, hein, que la station spatiale internationale, hein, qui ressemble un peu à la station Mir, mais donc qui permet donc à la Chine de s'entraîner et qui permet aussi éventuellement, hein, de développer des collaborations internationales. Par exemple, il y a plusieurs structures, mais dans le cas des routes de la soie, il y a des possibilités de collaboration dans le domaine du spatial. Alors il y a d'autres collaborations qui existent, hein, notamment avec la France, hein, par exemple pour la surveillance des océans, hein, il y a le satellite CFOSat, hein, qui a été lancé en 2018, mais là encore, hein, la France ralentit un petit peu sur les dernières années, hein, ses collaborations avec la Chine. Donc voilà pour ces OTC.